Aujourd'hui à Info7 en ce 27 octobre 2023. Le gouvernement du Québec a octroyé plus de 5,5 millions pour la modernisation de l'installation portuaire à Forestville. Action Chômage fête leurs 20 ans à la défense des chômeurs-chômeuses de la Haute-Côte-Nord. Retour sur l'exposition Victor Pelletier à Forestville. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. À l'occasion de l'inauguration du quai de Forestville, le député de René Lévesque et adjoint gouvernemental pour les dossiers de transport aérien régional, M. Yves Montigny, a révélé qu'une aide d'environ 5,5 millions a été octroyée à la ville de Forestville pour assurer le maintien et le développement du transport maritime dans la région. Maintenant, c'est un honneur pour moi de pouvoir inaugurer le quai de Forestville aujourd'hui. Ça me permet aussi de confirmer que notre gouvernement, le gouvernement du Québec, notre gouvernement, a attribué une aide financière de 5,4 millions de dollars pour le projet du quai de Forestville. Ça lui permet vraiment d'être modernisé. Ça nous a permis d'assurer une modernisation pleine et entière. Je vous raconte une petite anecdote. Ce matin, j'étais arrêté prendre un petit café, un petit déjeuner au McDonald's ici à Forestville. Monsieur disait, moi j'y vais tous les jours. Je l'ai vu, ils l'ont tout vidé, ils ont tout ramassé, ils ont tout remis de la pale planche neuve. Gros travail, ce qui est là, il est comme un œuf. Bien, j'étais content d'entendre ça de la part d'un citoyen qui a certainement suivi l'ensemble des travaux. Je suis convaincu qu'effectivement, monsieur avait raison, les travaux ont permis de le faire comme si c'était un œuf. Ces travaux permettront d'assurer le maintien et le développement du transport maritime, contribuant par le fait même à l'essor économique de Forestville. Et je veux rappeler tout le potentiel du développement du parc industriel de Forestville qui est juste ici à côté et qui se rend à connecter jusqu'à la 138. Cette somme est versée dans le cadre du programme 5,4 millions de dollars versés dans le cadre du programme d'investissement en infrastructure maritime qui découle de la vision maritime du gouvernement du Québec. Vous savez, on a un premier ministre qui a écrit un livre sur notre beau Saint-Laurent et on veut être certain de pouvoir en faire profiter toutes les communautés, y compris les communautés ici du territoire de Forestville et de la Haute-Côte-Nord et de l'ensemble de la région nord-côtière. Outre ce montant accordé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation versera également une somme de 100 000 $ dans le cadre du volet soutien au rayonnement des régions et du Fonds des régions ruralités. Nous sommes fiers de soutenir la remise à niveau de ces installations portuaires car elles sont une composante essentielle pour assurer le développement économique de la Côte-Nord. Ça va nous permettre de tirer profit des nombreuses ressources naturelles de notre région, ainsi que d'exploiter davantage le potentiel de notre fleuve Saint-Laurent. Vous savez, quand on travaille au maximum avec le transport maritime, comme on voit ici aujourd'hui, c'est beaucoup de camions en moins sur nos routes. C'est beaucoup moins de risques d'accidents routiers. C'est aussi beaucoup moins d'argent pour entretenir les routes parce qu'on priorise un transport beaucoup plus efficace. Donc, on veut investir dans le transport maritime et d'autant plus, ça a un impact positif sur les GES parce que le transport maritime émet beaucoup moins de GES par tonne de matériel que ce qu'on transporte sur la route. Rappelons que cette vision maritime s'articule autour de 3 orientations. Doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives, assurer une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes et offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables. Et c'est ce qu'on voit pour la région ici avec ce beau projet. Je crois que l'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple des possibilités de cette vision maritime qui vise à augmenter la performance, la compétitivité et la pérennité des ports, même qu'à favoriser le recours au transport maritime
beaucoup plus qu'à d'autres transports qui émettent plus de GES. Le tout dans une perspective de mobilité durable. Il ne fait aucun doute que le quai de Forestville est un levier de développement économique pour la ville, mais le quai de Forestville est sans contredit un levier de développement économique pour l'ensemble des citoyens et des communautés de la Côte-Nord. En plus de rassurer la rétention des utilisateurs actuels, la modernisation du quai favorisera à terme l'implantation de nouvelles entreprises et d'industries créatrices d'emplois qui pourront bénéficier d'une localisation extrêmement stratégique ici à Forestville. Ces sommes symbolisent l'engagement de notre gouvernement envers les régions, mais aussi pour le secteur maritime. Cette inauguration à laquelle participait également la mairesse de Forestville, Mme Micheline Anctil, sert de couronnement aux travaux de modernisation des installations portuaires achevées ces derniers jours et réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Je suis très heureuse aujourd'hui. Il y a même un petit moment d'émotion d'inaugurer enfin ce qui est rénové. C'est un grand jour parce que c'est une étape importante qui nous permet d'envisager un avenir prometteur. Il faut avoir ce quai pour brasser des affaires. Puis ça brasse, hein? Vous le voyez. Ce quai datait des années 50. Il y a même eu un incendie qui a fait en sorte que le quai est plus court qu'il était à l'époque. C'est un quai municipal. On sait que plusieurs installations portuaires sont du fédéral, cédées aux municipalités, etc. Ici, ça appartient à la ville. Des rénovations importantes étaient effectivement nécessaires parce qu'on était rendu à douter de la sécurité des utilisateurs. Alors, on ne peut jamais aller là. Il faut vraiment se préoccuper de nos infrastructures. C'est le seul quai industriel en Haute-Côte-Nord, faut-il encore le rappeler. Et c'est un levier essentiel du développement des activités économiques de la ville, oui, de l'ensemble de la MRC et de l'ensemble de la Côte-Nord. Un petit quai, mais qui se place aussi à l'intérieur de toutes les autres structures. Quand on parle des impacts directs et indirects, ils sont multiples. Vous voyez aujourd'hui, puis je suis tellement heureuse que le groupe Riverain Maritime soit en exploitation aujourd'hui. Alors, vous voyez arriver des camions qui amènent le sable. On le sait que notre sable est d'une qualité exceptionnelle. Il est vraiment choisi par les bétonnières par sa composante qui en fait évidemment un béton de très grande qualité. Le groupe Riverain Maritime a donc son port d'attache ici. Les camions lui amènent le sable, originaire évidemment de nos carrières et sablières, et le chargement se fait et le transport par la voie du Saint-Laurent. Vous voyez le Jean-Joseph, j'ai eu l'immense honneur au moment de leur inauguration de ce service d'en être la marraine. Vous savez, les navires ont toujours une marraine avant de prendre la mer. Il y a donc à bord de ce bateau aussi une plaque en aluminium sur lequel la marraine doit faire un message au navire. Alors, j'avais pris quelques paragraphes d'une chanson de Gilles Vigneault. Elle est à bord du bateau, du navire, et elle doit être là tant et aussi longtemps que le navire va être sur la mer. Alors, c'est aussi un grand privilège. Il y a aussi Hydro-Québec, qui est un partenaire utilisateur très important. Hydro-Québec, les barrages de Berzimis 1, Berzimis 2, qui sont ici au nord de Forestville, à Labréville, qui sont depuis déjà quelques 2-3 années en phase de réfection majeure des installations. Alors, le transport de ces équipements lourds, très, très lourds,
des vannes, des roues d'eau, ce qu'on appelle des vannes paupières. Le transfo, des pièces très lourdes, arrivent donc par la mer et ils débarquent ici. Et Hydro-Québec n'a pas fini ses rénovations, il y en a encore beaucoup. Bien sûr que les installations ici, ça doit s'inscrire en respectant les enjeux environnementaux actuels. Yves en a parlé, la transition énergétique, la réduction des gaz à effet de serre, l'option Saint-Laurent qui optimise la logistique dans le transport, la capacité des cargaisons aussi beaucoup plus facile par la voie maritime que par le transport routier. Une solution écologique et pratique aux possibilités exponentielles dans le transport en vrac et le cabotage de tout genre. C'est la déclaration du président du groupe Riverain Maritime. Au coût de 11,7 millions, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements aux partenaires financiers dont leur contribution a été essentielle à la réalisation de ce projet. Le gouvernement du Québec, premièrement, par son ministère des Transports pour 5,4 millions, qui a couvert par cette contribution 46,3 % du montage financier. Le gouvernement du Canada, par son programme Infrastructure maritime, pour 1,1 million, le ministère des Affaires municipales pour 100 000 $. Donc, les aides financières ont totalisé plus de 56 % de nos coûts. Monsieur Montigny, je vous adresse particulièrement des remerciements. Vous avez cru en nous, vous avez cru en notre projet, en notre avenir. Et je ne peux que vous remercier sincèrement du support que vous nous avez apporté auprès de Mme Guilbeault et de l'ensemble du ministère des Transports et du gouvernement du Québec. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce projet. La MRC de la Haute-Côte-Nord, la direction de la ville et ses agents de développement, les diverses firmes dont on a eu besoin, les entrepreneurs, des travailleurs et des citoyens qui ont été patients pendant plus de 6 mois, hein, qui, au lieu d'utiliser le quai, venaient comme surveillants. Alors, c'est quand même parfait. C'est parfait. On avait beaucoup de paires de yeux pour surveiller les travaux. À chacun d'entre vous, je réitère mes remerciements. Vous avez investi dans notre avenir prometteur et vous nous offrez une place privilégiée comme communauté énergique, communauté d'intérêt et résolument tournée vers sa vitalité. Merci de votre présence ce matin. On fête bientôt les 20 ans d'Action Chômage et pour l'occasion, j'ai rencontré Lynne Sirois pour nous en parler. Donc, vous célébrez vos 20 ans le 3 novembre prochain. Parlez-nous un peu comment va se dérouler la soirée. Oui, exactement. Le 3 novembre à 4 heures à l'accueil de Portneuf-sur-Mer. C'est important de le préciser. On est à peu près une centaine d'invités déjà qui se sont inscrits pour venir fêter avec nous ces fameux 20 ans de bataille, là, de combat là, qui est avec Action Chômage Côte-Nord, mais aussi fêter là, des succès qu'on a eus. Et malheureusement, c'est pas fini, mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'Action Chômage, ce n'est pas que des manifestations. On aide beaucoup les travailleurs en région qui ont des difficultés avec l'assurance-emploi. Fait qu'on vient fêter tout ça le 3 novembre prochain. Ça va se dérouler sur une note très positive. On va demander aux gens de venir fêter avec nous. Ils vont recevoir une consommation gratuite grâce à nos précieux commanditaires. Ensuite, il va y avoir, grâce à vous, on va pouvoir visionner une petite vidéo d'une 20aine de minutes à peu près sur tout ce qui s'est fait durant les 20 dernières années.
pas tout ce qui s'est fait parce qu'on a coupé beaucoup. Il faut demander à Serge, là. Mais on a vraiment coupé beaucoup. Mais on a gardé le cœur, le principal là, de ce qu'on a fait durant ces 20 ans. Il va y avoir des discours, des invités. Madame Anctil va venir prendre la parole. Madame Gill ne peut pas être présente, mais elle va nous présenter une vidéo. Ensuite, on a des gens du Nouveau-Brunswick, comme Fernand Thibodeau, qui représente un comité de chômage du Nouveau-Brunswick, va venir fêter avec nous. Le maire de Montréal, un représentant, Michel Dubé, qui vit à Rimouski, qui est aussi dans un organisme comme la nôtre, qui va être présent pour représenter le mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, le MAS. Ensuite, il va y avoir des tirages, de la musique avec le duo Coma. Et on va finir en vous invitant à fêter, à rester avec nous, discuter et continuer encore pendant au moins, on va se souhaiter encore une vingtaine d'années. Tout à fait. Donc, une formule 5 à 7, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est une formule 5 à 7. C'est une formule où les gens vont discuter, on les reçoit et j'espère qu'ils vont être bien reçus et qu'ils vont aimer le soirée. On a des tirages, je ne sais pas si j'en ai parlé tantôt, mais il va y avoir des tirages encore parce qu'on a des généreux commanditaires qui ont bien voulu nous fêter ça avec nous, souligner ces 20 ans avec nous. Donc, c'est une soirée à ne pas manquer le 3 novembre. Le 3 novembre prochain, oui. Et il faut dire que tout est gratuit, là. Tout est gratuit pour la population. Il faut s'inscrire, là. Présentement, on est quasiment au maximum de nos inscriptions. Puis ce qui est important, c'est pas parce que peu importe si tu es un travailleur, un résident de la Côte-Nord, tout le monde est invité, là, que tu sois membre ou non membre d'Action Chômage, c'est bien important. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, 20 ans. Donc, ça en est passé des choses, des bonnes, des moins bonnes. D'après vous, votre moment le plus marquant? Sans contredit, le moment le plus marquant était en 2004. On a réussi à faire une marche avec 3000 personnes dans la rue. Ça s'est jamais vu. On n'a jamais vu ça après non plus. C'est un des grands moments là, de notre histoire d'Action Chômage. Un des pires moments qu'on a eu, c'est la réforme Harper. C'est la réforme où plusieurs travailleurs ont été ciblés pour quitter la région, refaire des recherches d'emploi à 100 km de chez eux, accepter des jobs à 75 % de ce qu'ils gagnaient, là, accepter des jobs à rabais, dans le fond. Là. Et, la réforme Harper, on nous a enlevé les 5 semaines. Ce qu'on avait d'acquis, les 5 semaines supplémentaires qu'on a présentement, on les avait perdues durant le temps que le Parti conservateur était au pouvoir. Et plusieurs autres choses là, qu'on a perdues. C'était un des pires moments de l'histoire d'Action Chômage. Donc, on parlait des 5 semaines qui étaient revenues. C'est un projet pilote qui a été lancé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien, le projet pilote, on l'a déjà eu en 2004. On l'a perdu durant le règne conservateur. Il est revenu en 2018. Mais malheureusement, là, malgré que c'est une bonne chose d'avoir un programme pour les travailleurs de l'industrie saisonnière, mais 5 semaines, c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Il y a des gens qui, c'est 10 semaines, d'autres, c'est 15 semaines, qui ont besoin pour combler ce fameux trou noir. Et en plus, bien, c'est pas tous les travailleurs de l'industrie saisonnière qui en ont accès. Il faut que tu aies des critères à respecter. Et en plus, ce projet pilote-là va finir en octobre 2024. D'après vous, qu'est-ce qui serait à changer ou à ajouter au projet, là, justement, qu'on vient de parler? Bien, pour le projet pilote, ce qui serait bien, c'est que tous les travailleurs qui sont dans l'industrie saisonnière soient accessibles à tous. En plus, on demanderait au moins un minimum de 15 semaines supplémentaires. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir accès aux 15 semaines. C'est selon le besoin de chacun. Mais ce qu'on veut, le plus, c'est qu'il n'y en ait plus de projet pilote et qu'on mette 420 heures à 35 semaines de prestations pour tous, ce qui aiderait les travailleurs et l'économie saisonnière et les entreprises saisonnières qui, eux, ont à peine à se trouver de la main-d'œuvre présentement. Donc, tout le monde y trouverait son compte. Tout le monde serait gagnant. Le 1er novembre, il va y avoir une manifestation devant les bureaux du ministre Trudeau, premier ministre,
à Montréal, dans le cadre de la Semaine nationale des chômeurs et chômeuses. Quel message vous voulez passer au premier ministre? Bien, le premier ministre nous a fait une promesse en 2015. Il l'a mis dans la lettre de mandat de sa ministre responsable de l'assurance-emploi, de faire une réforme de l'assurance-emploi. Il ne l'a pas fait. Fait que nous, ce qu'on vient lui dire, c'est inacceptable de faire des promesses, de ne pas les tenir, puis de ne pas attendre la prochaine élection pour encore nous faire des promesses parce qu'on n'a pas de poignée dans le dos, là. À un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Bien, merci à tous, là. Merci tout le monde là, pour votre support au courant de ces 20 dernières années. Là. L'emploi saisonnier, c'est important. On le sent partout en Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, qu'on est appuyé par les entreprises, par nos travailleurs, par nos maires, par les préfets. Merci d'être là pour nous et nous, on va continuer d'être là pour vous. Samedi dernier, le 21 octobre, a eu lieu l'exposition de l'atelier de Victor Pelletier au complexe Guy Ouellet dans la salle Armand Topping. Il y avait environ une vingtaine de personnes présentes au moment de notre passage vers 13 heures, dont la mairesse de Forestville, Mme Micheline Anctil, qui fait elle-même partie des exposants. C'est environ une quinzaine d'exposants qui ont participé sur une vingtaine de personnes en tout qui suivent l'atelier de peinture. L'exposition se fait à chaque année depuis une dizaine d'années, mais dernièrement, le peintre Victor Pelletier a décidé d'exposer à l'automne après la chasse au lieu du printemps. Les Nord-Côtières qui doivent passer une mammographie pourront désormais le faire dans un contexte plus favorable et confortable. De nouvelles jaquettes roses font leur arrivée dans les installations du CIS de la Côte-Nord grâce à un partenariat avec la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan et la Fondation régionale hôpital de Sept-Îles. Le projet des jaquettes roses a été initié par une usagère du CIS de la Côte-Nord, Natalia Marcilaise, qui est une membre du comité Expérience usagée au sein de l'établissement. La jaquette a été conçue pour offrir plus de confort aux femmes qui doivent subir l'examen. Les manches amples permettent de les abaisser sans retirer complètement la jaquette puisqu'un élastique à la taille la maintient en place. Elle s'ajuste à toutes les tailles et permet de garder le corps au chaud. Ce sont 100 jaquettes qui seront à la disposition des usagères sur la Côte-Nord. J'étais moi-même atteinte d'un cancer du sein en octobre 2021 à l'âge de 42 ans. Le parcours de dépistage, le traitement et les suivis d'un cancer du sein sont extrêmement anxiogènes et on passe une quantité impressionnante d'examens et de rendez-vous médicaux différents. L'hôpital devient notre deuxième maison et l'équipe de soins, notre famille, explique Natalia Marcilaise. L'amélioration de l'expérience usagée dans cette période difficile de la vie peut s'avérer un baume sur le quotidien des patientes atteintes d'un cancer du sein. C'est d'ailleurs ce qui l'a motivée à intégrer le comité Expérience usagée au CIS de la Côte-Nord et de proposer le projet des jaquettes roses, qui est inspiré d'une démarche similaire réalisée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plusieurs options s'offrent aux citoyens de la Haute-Côte-Nord afin de se départir de leurs résidus verts. La MRC vous rappelle que ceux-ci ne sont pas acceptés dans vos bacs roulants. Pratiquer l'herbicyclage, il s'agit de laisser les résidus de tonte au sol, ce qui enrichit votre terrain tout en réduisant les besoins d'arrosage. Apportez-les à l'écocentre gratuitement sur les heures d'ouverture. Des municipalités offrent le service de collecte des résidus verts. Communiquez avec la vôtre pour connaître les modalités de collecte. Les feuilles, herbes et résidus de jardin doivent être placés dans des sacs et les branches doivent être coupées, longueur maximale de 2 pieds et attachées en paquet pour éviter leur éparpillement. Voici les dates à retenir pour la collecte. Forestville le 7 et 8 novembre, Tadoussac le 2 novembre, les Escoumins le 2 novembre également, Portneuf-sur-Mer le 6 novembre, les Bergeronnes sur appel entre le 30 octobre et le 3 novembre et Longrive sur demande. Allergie Québec invite la population à peindre une citrouille turquoise ou à apposer l'affiche de l'initiative sur leur porte d'entrée pour indiquer qu'ils offrent des gâteries non alimentaires aux enfants allergiques lors de la célébration d'Halloween le 31 octobre prochain. Cette fête s'avère souvent un moment difficile pour les enfants souffrant d'allergies, vu la distribution de produits potentiellement allergènes qui tend à les mettre à l'écart des festivités.
Cette année encore, parents, voisins, amis et commerçants sont invités à participer en grand nombre à la 7e édition de l'initiative Ma citrouille turquoise pour leur montrer qu'ils font partie de la fête. Les allergies alimentaires représentent un problème de santé majeur et en forte croissance au Québec, lorsque l'on sait que jusqu'à 8% des jeunes enfants québécois vivent avec des allergies alimentaires et qu'on note une augmentation de 18% chez ce segment de la population. Je crois que l'initiative #MaCitrouilleTurquoise prend tout son sens dans le cadre de l'Halloween. Cette activité nous offre une belle vitrine pour sensibiliser petits et grands à ce sujet, de dire Dominique Seigneur, directrice du développement et des communications d'Allergie Québec. Cet été, les agents des pêches de Pêche et Océan Canada ont parcouru les cours d'eau et le territoire de la Côte-Nord. Pendant la période achalandée de la fin juillet et du début août, ils sont allés à la rencontre des plaisanciers en collaboration avec des gardes de Parc Canada. Ils ont rencontré des adeptes de voile, de bateaux à moteur, de kayak et de planches à pagaie pour les sensibiliser au dérangement du beluga de l'estuaire du Saint-Laurent, une espèce en voie de disparition en vertu de la loi sur les espèces en péril, et pour discuter des comportements à adopter sur l'eau pour les protéger. Les agents des pêches ont sensibilisé plus de 400 plaisanciers et abordé plus de 100 embarcations dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et au Bas-Saint-Laurent en 8 jours. Les agents des pêches ont également effectué une vingtaine de patrouilles en lien avec les pêches alimentaires, sociales et rituelles au sujet de leurs conditions de permis et sensibiliser les Allochtones au sujet de ces pêches. Rappelons que sur la Côte-Nord, plusieurs Premières Nations pêchent à des fins alimentaires, sociales et rituelles et qu'il encadre ces pêches côtières pour assurer la santé des stocks de poissons. Les agents des pêches collaborent avec les coordonnateurs des pêches autochtones désignés par les communautés et les techniciens des pêches pour faire connaître les mesures de gestion et s'assurer d'outiller adéquatement les pêcheurs. Depuis 2022, Pêche et Océan Canada collaborait avec les agents de la protection de la faune du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec dans le cadre de l'opération d'émaillage. Cette opération visait entre autres le braconnage de saumon atlantique dans les secteurs de Gros-Mécatina, l'île d'Anticosti et de Blanc-Sablon. Cette opération s'est terminée cet été lors d'interventions conjointes qui ont notamment permis la détection et la saisie de plus de 35 filets maillants, 75 casiers illégaux de homards, 6 casiers de buccins et 18 casiers de crabes des neiges dans les eaux du golfe du Saint-Laurent. En vertu de la loi sur les pêches, les individus qui avaient tendu illégalement un filet dans le but de capturer du saumon s'exposaient minimalement à des amendes pouvant atteindre 1 000 $ par jour pour chaque filet. Cette semaine, au Centre des arts de Bécomo sera présentée Alice de l'autre côté d'Hugo Bélanger, samedi le 28 octobre à 15h. Alice refuse d'aller se coucher et préfère jouer devant son miroir à inventer 1001 personnages, rêvant d'être une grande actrice acclamée. Tout à coup, des applaudissements se font entendre, des applaudissements qui proviennent de son miroir. Alice s'approche de celui-ci et passe de l'autre côté du spectacle. Elle se retrouve dans l'envers du décor, dans le monde merveilleux du théâtre. Un spectacle pour toute la famille. Le 2 novembre à 20h, c'est au tour d'Ève Côté avec son One Woman Show Côté Ève. Est le premier tour de piste solo d'Ève Côté, mis en scène par Joël Legendre. Dans son spectacle ayant déjà vendu plus de 25 000 billets, l'humoriste présente son univers sans lésiner sur aucun détail pour vous faire tordre de rire. Quand une simple partie de cartes devient une pièce d'anthologie, on sait que nous sommes en présence d'une raconteuse née. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.